Tu as déjà ressenti ce frisson glacé qui traverse ton échine quand ton voisin te félicite pour ta promotion, mais quelque chose dans son sourire te donne envie de fuir. Ce malaise qui s'installe dans ton ventre quand il dit les bons mots avec le mauvais regard. Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose dire tout haut. Tu n'es pas en train de devenir paranoïaque, tu es en train de devenir conscient. Ton corps détecte une fréquence émotionnelle que ton esprit rationnel refuse encore d'accepter. Il y a des gens qui sourient avec les dents, mais qui mordent avec l'âme. Et ce voisin qui semble toujours si intéressé par ta vie n'est peut-être pas l'ami bienveillant qu'il prétend être. L'envie déguisée est l'une des forces les plus destructrices dans les relations humaines. Et le pire, c'est qu'elle se cache derrière un masque de cordialité qui rend presque impossible de la nommer sans passer pour un monstre d'orgueil. Mais voici ce que je vais te révéler aujourd'hui. Il existe des signes psychologiques invisibles, des patterns comportementaux que seuls ceux qui ont développé une sensibilité aiguë peuvent détecter. Et une fois que tu les verras, tu ne pourras plus jamais les ignorer. Carl Gustav Jung a passé sa vie à étudier ce qu'il appelait la sombra, cette partie obscure de la psyché humaine que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes et que nous projetons sur les autres comme un film projeté sur un écran blanc. Quand quelqu'un te regarde avec cette intensité étrange, ce n'est pas toi qu'il voit vraiment, c'est tout ce qu'il désire être, mais qu'il refuse d'admettre qu'il n'est pas. Les neurosciences sociales, particulièrement les recherches révolutionnaires de Matthew Lieberman, ont démontré quelque chose de fascinant. Notre cerveau social détecte l'incongruence émotionnelle en quelques millisecondes, bien avant que notre conscience ne puisse mettre des mots sur ce qu'elle perçoit. Ton système nerveux est un radar sophistiqué qui capte les micro-expressions, les variations tonales, les décalages entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Quand ton voisin te parle et que tu ressens ce malaise inexplicable, ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours, c'est ton intelligence émotionnelle qui te hurle qu'il y a une dissonance dangereuse entre ses paroles et son énergie réelle. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, a prouvé que notre système nerveux autonome évalue constamment si nous sommes en sécurité ou en danger dans nos interactions sociales, et ce processus se déroule complètement en dehors de notre contrôle conscient. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo va changer à jamais la façon dont tu perçois certaines relations dans ta vie. Il y a 7 signes psychologiques profonds, 7 manifestations de l'envie déguisée que Jung lui-même aurait reconnues comme des expressions de la sombra non intégrée. Ces signes ne sont pas évidents, ils ne sont pas grossiers, ils sont subtils comme un poison qui se dissout lentement dans l'eau claire de ce que tu croyais être une amitié sincère. Tu vas découvrir pourquoi certains compliments te laissent avec un goût amer dans la bouche, pourquoi tu te sens épuisé après des conversations apparemment anodines, et surtout, pourquoi cette intuition que tu as développée n'est pas de la méfiance maladive, mais une forme d'intelligence psychologique évoluée. Les recherches en neurosciences affectives d'Antonio Damasio ont révélé que nos émotions ne sont pas des obstacles à la raison, mais des guides essentiels pour naviguer dans la complexité des relations humaines. Ce que tu ressens face à ce voisin inconvénient n'est pas à ignorer, c'est à écouter avec attention, parce que ton corps sait avant que ton esprit ne comprenne. Alors reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir va non seulement valider ce malaise que tu as ressenti pendant si longtemps, mais va te donner le pouvoir de te protéger psychologiquement de cette énergie toxique qui se déguise en bienveillance. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes te complimentent d'une manière qui te fait te sentir plus mal qu'avant? Ce moment étrange où quelqu'un te dit que tu as fait un travail formidable, mais son ton de voix descend au lieu de monter, où ses yeux se durcissent pendant une fraction de seconde avant que le sourire ne se fixe sur son visage comme un masque. Tu te retrouves qu'à dire merci parce que socialement c'est ce qu'on attend de toi, mais à l'intérieur, quelque chose se contracte, quelque chose résiste, quelque chose te crie que ce compliment n'en est pas vraiment un. C'est ce que j'appelle l'inversion émotionnelle paradoxale, et c'est l'un des signes les plus révélateurs de l'envie déguisée. Ton voisin te dit qu'il est content pour toi, que tu le mérites vraiment, que c'est merveilleux que tu aies obtenu cette opportunité, mais pendant qu'il parle, tu sens ton estomac se nouer, ta respiration devient plus superficielle, et tu as envie de terminer la conversation le plus vite possible, même si tu ne saurais pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas de l'ingratitude de ta part, ce n'est pas que tu ne saches pas recevoir les félicitations, c'est que ton système nerveux détecte une incongruence émotionnelle que ces mots tentent désespérément de masquer. Ce malaise dans ton ventre quand il te félicite n'est pas de l'ingratitude,
C'est ton système nerveux qui détecte l'incongruence émotionnelle que ces mots tentent de masquer. Joseph Ledoux, le neuroscientifique qui a révolutionné notre compréhension des circuits de la peur et de l'émotion, a démontré que notre amygdale, cette petite structure en forme d'amande dans notre cerveau limbique, évalue les stimuli émotionnels bien avant que notre cortex préfrontal puisse les analyser rationnellement. En d'autres termes, tu sens le danger émotionnel avant même de pouvoir le comprendre intellectuellement. Quand ton voisin te complimente avec cette énergie étrange, ton amygdale capte les micro-signaux de menace dans son langage corporel, dans les variations tonales de sa voix, dans la tension de ses muscles faciaux, et elle envoie des signaux d'alerte à tout ton système nerveux. Stephen Porges explique dans sa théorie polyvagale que notre nerf vague évalue constamment si nous sommes en présence d'une connexion sociale sûre ou d'une menace déguisée, et cette évaluation se fait en millisecondes, complètement en dehors de notre conscience. Ce que tu ressens n'est pas de la sensibilité excessive, c'est de l'intelligence biologique pure. Jung avait compris il y a plus d'un siècle ce que les neurosciences confirment aujourd'hui. Nous projetons sur les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Quand quelqu'un est profondément envieux de ce que tu as accompli, mais que son éducation, sa morale sociale ou son image de lui-même lui interdisent de reconnaître cette envie, cette émotion ne disparaît pas magiquement. Elle se transforme, elle se déguise, elle cherche des voies détournées pour s'exprimer. Le compliment empoisonné est l'une de ces voies. Il dit les mots que la société attend, mais l'énergie derrière ces mots raconte une histoire complètement différente. C'est comme si deux fréquences radio étaient émises en même temps. La fréquence des mots qui dit félicitations et la fréquence de l'énergie qui dit je voudrais que ce soit moi. Ton cerveau conscient entend les mots, mais ton cerveau inconscient capte l'énergie et le conflit entre ces deux informations crée ce malaise caractéristique que tu ne sais pas comment nommer. Jung appelait cela une projection de la sombra, cette partie sombre de nous-mêmes que nous refusons d'intégrer. Lisa Feldman Barrett, avec ses recherches révolutionnaires sur la construction des émotions, a montré que notre cerveau ne reçoit pas passivement des informations émotionnelles. Il construit activement le sens de ce qu'il perçoit en fonction de son expérience passée et du contexte présent. Quand tu as vécu suffisamment d'interactions avec des personnes authentiquement heureuses pour toi, ton cerveau a appris à reconnaître les patterns physiologiques, vocaux et comportementaux de la joie sincère. Et quand quelqu'un essaie de simuler cette joie sans vraiment la ressentir, ton cerveau détecte immédiatement que quelque chose ne correspond pas au pattern attendu. C'est comme écouter une fausse note dans une symphonie. Même si tu n'es pas musicien, quelque chose sonne faux. Daniel Siegel, pionnier de la neurobiologie interpersonnelle, parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à lier ensemble différentes sources d'informations pour créer une compréhension cohérente. Quand les mots disent une chose et le corps en communique une autre, ton cerveau ne peut pas intégrer ces informations contradictoires, et c'est cette impossibilité d'intégration qui crée le malaise. Ce que cela signifie vraiment, c'est que tu as développé un système de détection psychologique extrêmement sophistiqué. Ton corps est devenu un instrument qui capte les fausses notes dans la symphonie des relations humaines. Au lieu de te sentir coupable de ce malaise, au lieu de te forcer à croire les mots parce que ce serait plus simple, commence à honorer ce que ton système nerveux te communique. C'est un cadeau, pas un défaut. C'est le résultat d'années d'expérience relationnelle qui t'ont appris à distinguer l'authentique du performatif. Maintenant, quand tu reçois un de ces compliments qui sonnent faux, au lieu de t'en vouloir de ne pas te sentir reconnaissant, respire profondément et reconnais. Mon corps détecte une incongruence émotionnelle. Cette personne dit ce qu'elle pense devoir dire, pas ce qu'elle ressent vraiment. Cette reconnaissance simple te libère de l'obligation de faire semblant. Elle te permet de dire merci poliment tout en maintenant une distance protectrice avec cette énergie toxique. Tu n'as pas besoin de confronter la personne. Tu n'as pas besoin de créer un conflit. Tu as juste besoin de faire confiance à ce que ton système nerveux te dit et d'agir en conséquence. As-tu déjà eu cette expérience étrange où tu partages une idée, un projet ou même un simple choix de vie avec quelqu'un et quelques semaines plus tard, cette personne fait exactement la même chose mais en version améliorée? Tu achètes une nouvelle voiture et soudainement, ton voisin achète le même modèle mais en version supérieure. Tu commences à apprendre une nouvelle langue et il s'inscrit au même cours mais avec un professeur privé. Tu décores ta maison dans un certain style et quelques mois plus tard, sa maison ressemble étrangement à la tienne, mais avec des meubles plus chers. Au début,
Tu te dis que c'est une coïncidence, que peut-être tu as bon goût et qu'il s'en inspire. Tu essaies même de te sentir flatté par cette imitation. Mais il y a quelque chose dans la façon dont il te présente ses choix qui te met mal à l'aise, comme s'il essayait de te prouver qu'il peut faire tout ce que tu fais, mais mieux. C'est ce que Jung aurait identifié comme le mimétisme compétitif silencieux, une forme d'envie qui se manifeste non pas par l'opposition directe, mais par la reproduction améliorée de tout ce que tu fais. Cette reproduction systématique de tes choix n'est pas de l'admiration, c'est une tentative inconsciente de t'effacer en devenant une version supérieure de toi. Pense à ce qui se passe psychologiquement dans l'esprit de quelqu'un qui ne peut pas supporter de voir une autre personne, avoir ou être quelque chose qu'il désire. Au lieu d'admirer ouvertement, au lieu de reconnaître que tu as quelque chose de précieux, son ego se sent menacé. Antonio Damasio a passé des décennies à étudier comment les émotions sociales comme l'envie, la honte et la fierté sont construites à travers notre interaction avec les autres et comment elles façonnent notre sens du self. Quand ton voisin te voit accomplir quelque chose, réussir quelque chose, ou simplement être quelque chose qu'il désire être, cela active dans son cerveau des circuits émotionnels complexes qui mélangent admiration et douleur. Il admire ce que tu as, mais cette admiration est immédiatement suivie par la douleur de ne pas l'avoir lui-même. Lisa Feldman. Barrett explique que notre cerveau est une machine à prédire qui essaie constamment d'anticiper et de contrôler notre environnement pour minimiser la surprise et maximiser notre adaptation. Quand ton voisin ne peut pas contrôler le fait que tu es ou sois quelque chose qu'il désire, son cerveau cherche d'autres façons de restaurer son sentiment de contrôle et d'adéquation. La solution inconsciente qu'il trouve, c'est de te copier, mais en version améliorée. De cette façon, il peut se dire à lui-même « Regardez, je peux avoir la même chose, et en mieux ». C'est une façon de nier psychologiquement ta supériorité perçue dans ce domaine. S'il peut faire ce que tu fais, mais en mieux, alors il peut maintenir l'illusion qu'il n'est pas inférieur, qu'il n'est pas en train de te suivre, qu'il est en réalité au-dessus de toi. Jung parlait de complexes d'infériorité comme de ces nœuds émotionnels profondément enracinés dans la psyché qui se forment quand notre ego se sent menacé dans son estime de soi. Ces complexes ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons, ils trouvent des façons détournées de s'exprimer. Le mimétisme compétitif est l'une de ces expressions détournées. La personne ne dit pas ouvertement « je me sens inférieur à toi », elle dit plutôt « regarde comme je peux faire ce que tu fais, mais mieux ». Matthew Lieberman, dans ses recherches pionnières sur le cerveau social, a montré que notre identité se construit en grande partie à travers nos comparaisons sociales. Nous nous définissons par rapport aux autres. Nous évaluons notre valeur en fonction de comment nous nous situons dans notre groupe social. Pour quelqu'un dont l'estime de soi dépend fortement de se sentir supérieur ou au moins égal aux autres, te voir accomplir quelque chose crée une crise identitaire mineure. Son cerveau doit rapidement trouver un moyen de résoudre cette dissonance entre son image de lui-même et la réalité de ton accomplissement. La solution la plus rapide, c'est de minimiser ton accomplissement en le reproduisant et en le surpassant. De cette façon, il transforme ce qui aurait pu être une reconnaissance de ta valeur en une opportunité de démontrer sa propre supériorité. C'est un mécanisme de défense psychologique sophistiqué qui se déroule presque entièrement en dehors de sa conscience. Il ne se dit pas consciemment « je vais copier ce qu'il fait pour prouver que je suis meilleur ». Il ressent juste une impulsion soudaine de faire la même chose, une attirance inexplicable vers les mêmes choix que tu as faits. Ce que cela révèle vraiment sur la dynamique de votre relation, c'est que tu représentes pour lui quelque chose qu'il désire être, mais qu'il ne peut pas être authentiquement. Tu es devenu un miroir qui lui renvoie l'image de ses propres manques, et au lieu d'utiliser ce miroir pour croître et s'améliorer authentiquement, il essaie de briser le miroir en te surpassant. Le problème avec cette stratégie, c'est qu'elle ne peut jamais vraiment fonctionner. Même s'il achète une voiture plus chère, même s'il décore sa maison de façon plus luxueuse, même s'il apprend la langue plus rapidement, il sait au fond de lui que ce n'était pas sa propre inspiration, que ce n'était pas son propre désir authentique, que ce n'était qu'une réaction à ce que tu as fait. Et cette connaissance inconsciente le ronge de l'intérieur, créant encore plus d'envie, encore plus de besoin de prouver sa supériorité. C'est un cycle qui ne peut pas aboutir à un véritable contentement. Pour toi, la compréhension de ce pattern est libératrice. Tu n'as pas besoin de te sentir flatté par cette imitation. Tu n'as pas besoin de te sentir menacé par sa version améliorée. Tu peux simplement reconnaître que ses choix parlent beaucoup plus de son insécurité que de ta valeur.
Ton authenticité, ta capacité à suivre tes propres désirs sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est quelque chose qu'aucune imitation ne peut reproduire. Continue à vivre ta vie selon tes propres termes. Continue à faire tes choix basés sur ce qui résonne vraiment avec qui tu es, et laisse-le courir après ton ombre. Chaque fois qu'il copie quelque chose que tu as fait, ce n'est pas une menace. C'est une confirmation que tu vis d'une façon qui inspire les autres, même si cette inspiration se manifeste de façon tordue. Maintiens tes frontières psychologiques, ne partage pas tous tes projets et tes rêves avec quelqu'un qui les transforme en compétition, et surtout, ne rentre pas dans son jeu en essayant de le surpasser à ton tour. Tu partages une bonne nouvelle avec ton voisin, quelque chose dont tu es vraiment fier, une promotion au travail, un projet personnel qui se concrétise, une relation qui s'épanouit, et au lieu de recevoir l'enthousiasme sincère que tu espérais, tu reçois une réponse qui minimise subtilement ton accomplissement. Il te dit « Oh, c'est bien, mais tu sais, avec la situation actuelle du marché, beaucoup de gens obtiennent des promotions. » Ou bien « Oui, c'est un bon début, voyons si ça dure vraiment. » Ou encore « Tu as eu de la chance, j'ai un ami qui a eu la même opportunité sans même essayer. » Ces phrases qui commencent par un semblant de félicitations, mais qui se terminent par une diminution de ta victoire. Tu te retrouves à défendre ton succès au lieu de le célébrer, à justifier pourquoi c'est quand même important, pourquoi ça compte vraiment. Et après la conversation, tu te sens vidé, diminué, comme si ce qui était brillant et précieux quelques minutes auparavant avait perdu de son éclat. C'est la minimisation stratégique des victoires, et c'est l'une des armes les plus efficaces de l'envie déguisée. Chaque fois qu'il minimise ton succès, il ne protège pas ta modestie, il protège son propre ego de la douleur insupportable de reconnaître ta valeur. Jung avait identifié les mécanismes de défense de l'ego comme ces stratégies inconscientes que notre psyché utilise pour se protéger contre ce qui menace son intégrité. Pour quelqu'un qui a construit son identité sur l'idée d'être compétent, d'être au-dessus des autres, ou au moins de ne pas être en dessous, ton succès représente une menace directe à cette construction fragile. S'il reconnaît pleinement et ouvertement ton accomplissement, il doit aussi reconnaître que tu as réussi quelque chose qu'il n'a pas réussi, que tu as une qualité ou une capacité qu'il ne possède pas, que tu as atteint un niveau qu'il n'a pas atteint. Cette reconnaissance serait une blessure narcissique profonde, un coup direct à son estime de soi. Alors son ego, dans un réflexe de survie psychologique, cherche immédiatement à diminuer l'importance de ton succès. Si ce que tu as accompli n'est pas si impressionnant, si c'était juste de la chance, si plein de gens font la même chose, alors son ego n'a pas besoin d'admettre qu'il y a un écart entre vous. Matthew Lieberman a fait une découverte fascinante dans ses recherches sur les neurosciences sociales. La douleur sociale, celle que nous ressentons lors du rejet, de l'exclusion ou du sentiment d'infériorité, active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Quand ton voisin voit ton succès, son cerveau peut littéralement ressentir une forme de douleur si ce succès lui fait prendre conscience de son propre manque. Cette douleur n'est pas métaphorique, elle est réelle, neurobiologique. Et comme pour toute douleur, le cerveau cherche immédiatement à la réduire. La minimisation de ton accomplissement est un analgésique psychologique. En réduisant l'importance de ce que tu as fait, il réduit l'écart perçu entre vous et donc réduit sa propre douleur sociale. Daniel Siegel parle de désintégration neuronale quand le cerveau reçoit des informations qui menacent le sens cohérent du self. Ton succès crée une dissonance dans sa conception de lui-même et de sa place dans le monde social. Pour restaurer l'intégration, pour retrouver un sens cohérent de qui il est, il doit soit reconnaître ton accomplissement et ajuster sa propre image de lui-même en conséquence, soit diminuer ton accomplissement pour qu'il s'intègre mieux dans son image existante. La tragédie de tout cela, c'est que cette stratégie ne résout rien pour lui à long terme. Chaque fois qu'il minimise le succès de quelqu'un d'autre, il renforce en lui-même l'incapacité à célébrer authentiquement, à se réjouir du bonheur des autres, à ressentir cette connexion humaine profonde qui vient du partage sincère de la joie. Il se coupe de plus en plus de relations authentiques parce que personne n'a envie de partager ses victoires avec quelqu'un qui les diminue systématiquement. Boris Cyrulnik, dans ses travaux sur la résilience et les relations humaines, a montré comment notre capacité à créer des liens significatifs dépend de notre capacité à être véritablement présent aux émotions des autres, y compris leur joie et leur fierté. Quelqu'un qui ne peut pas tolérer le succès des autres se condamne à un isolement émotionnel progressif. Les gens commencent à ne plus partager avec lui, à maintenir leur distance,
à ne montrer que la surface de leur vie parce qu'ils savent inconsciemment que leur profondeur ne sera pas honorée. Pour toi, comprendre ce mécanisme est essentiel pour protéger ton énergie et ta joie. Ta première réaction face à cette minimisation pourrait être de douter de toi-même, de penser que peut-être ton succès n'est vraiment pas si important, que peut-être tu es en train de te vanter, que peut-être tu devrais être plus modeste. Mais reconnais cela pour ce que c'est, une projection de son malaise sur toi. Ton succès est réel, ta fierté est légitime, ton accomplissement compte. Le fait que quelqu'un d'autre ne puisse pas le célébrer avec toi n'enlève rien à sa valeur. Cela révèle simplement les limites émotionnelles de cette personne. Ta lumière ne diminue pas, parce que quelqu'un d'autre porte des lunettes de soleil. Continue à briller, continue à accomplir, continue à être fier de ce que tu réalises. Et choisis de partager tes victoires avec des personnes qui ont la capacité émotionnelle de se réjouir authentiquement pour toi, qui comprennent que ton succès n'enlève rien au leur, que nous pouvons tous briller ensemble. Lequel de ces 3 signes as-tu déjà vécu? Dis-le-moi en commentaire, tu vas voir que tu n'es pas seul à avoir ressenti cette énergie toxique. As-tu remarqué comment certaines personnes posent des questions qui semblent venir d'un lieu de préoccupation sincère, mais qui te laissent avec le sentiment d'avoir été vidé de ton énergie? Ton voisin te demande « Comment va ton couple ?» Mais la façon dont il demande, l'intensité dans ses yeux, la série de questions qui suivent, tout cela te donne l'impression d'être interrogé plutôt que de participer à une conversation. Il veut savoir combien tu gagnes maintenant avec ta promotion, comment tu as réussi à obtenir cette opportunité, qui tu connais qui pourrait t'avoir aidé, quels sont tes plans pour l'avenir. Les questions s'enchaînent d'une façon qui semble naturelle sur le moment, mais après coup, tu réalises que tu as révélé beaucoup de choses intimes sur ta vie pendant qu'il n'a presque rien partagé sur la sienne. Tu te sens exposé, vulnérable, et tu ne sais même pas comment c'est arrivé. C'est ce que j'appelle l'interrogatoire déguisé en intérêt, et c'est une forme particulièrement insidieuse de violation psychologique parce qu'elle se cache derrière le masque de l'amitié et de la préoccupation. Ces questions qui semblent bienveillantes sont en réalité des sondes psychologiques pour cartographier tes vulnérabilités et mesurer l'écart entre sa vie et la tienne. Boris Cyrulnik, dans ses travaux sur les traumatismes relationnels et les limites psychiques, a exploré comment certaines formes d'intrusion peuvent être aussi blessantes que des agressions plus évidentes, précisément parce qu'elles sont difficiles à identifier et à nommer. Quand quelqu'un force l'entrée dans ton espace émotionnel privé, sous prétexte de se soucier de toi, ton cerveau reçoit des signaux contradictoires. D'un côté, les mots et le ton suggèrent de la bienveillance. De l'autre côté, ton système nerveux détecte l'invasion, l'intrusion, la prise de quelque chose sans permission. Cette contradiction crée une confusion psychologique qui te rend encore plus vulnérable à continuer de partager, parce que tu essayes de résoudre la dissonance en te convainquant que tu es juste en train d'être trop sensible, qu'il ne fait que s'intéresser à toi. Stanislas Dehaene, dans ses recherches sur l'attention et la conscience, a démontré comment notre cerveau peut être manipulé par où nous dirigeons notre attention. Quelqu'un qui maîtrise l'art de l'interrogatoire déguisé sait comment diriger ton attention vers certains aspects de ta vie tout en détournant l'attention de ses propres motivations. Il te fait parler de tes succès, de tes relations, de tes finances, pendant que lui reste dans l'ombre, observant, analysant, comparant. Chaque information que tu donnes devient un point de données dans son calcul inconscient de l'écart entre vous. Si tu gagnes plus, il a besoin de savoir combien pour pouvoir évaluer à quel point il se sent menacé. Si ta relation est heureuse, il a besoin de connaître les détails pour pouvoir trouver des failles qui le rassurent sur sa propre situation. Si tu as des plans ambitieux, il a besoin de savoir lesquels pour pouvoir soit te décourager subtilement, soit les copier pour te devancer. Ce n'est pas de la curiosité authentique, c'est de la collecte de renseignements émotionnels. Jung parlait de la persona et de la sombra, cette dualité entre le masque que nous portons socialement et les parties de nous que nous cachons. Quelqu'un qui pratique l'interrogatoire déguisé utilise sa persona de personne concernée et attentionnée comme un outil pour accéder à des informations qu'il ne devrait pas avoir. Sa sombra, remplie d'envie et d'insécurité, a besoin de ces informations pour se sentir temporairement apaisé. Chaque détail qu'il apprend sur ta vie lui donne l'illusion de contrôle et de pouvoir. S'il sait tout de toi, il peut prédire tes mouvements, anticiper tes succès et se préparer psychologiquement. Il peut aussi utiliser ces informations pour te manipuler, pour planter des doutes, pour suggérer des dangers où il n'y en a pas. La connaissance est pouvoir, et dans une relation teintée d'envie, ce pouvoir est rarement utilisé à ton avantage.
Ce qui rend ce comportement particulièrement épuisant, c'est que tu es coincé entre ton intuition qui te dit que quelque chose ne va pas et les normes sociales qui te disent que tu devrais être ouvert et partagé avec les autres. Notre culture valorise la vulnérabilité, l'authenticité, le partage, et ces valeurs sont belles quand elles sont pratiquées dans un contexte de réciprocité et de respect authentique. Mais quand quelqu'un exploite ta volonté d'être ouvert pour satisfaire son propre besoin de te surveiller et de se comparer, cette vulnérabilité devient une arme contre toi. Jean-Pierre Changeux, dans ses réflexions sur la conscience et le choix, rappelle que nous avons toujours le choix de ce que nous révélons et à qui nous le révélons. Ce n'est pas de la fermeture émotionnelle de reconnaître que certaines personnes n'ont pas gagné le droit d'accéder à tes espaces intérieurs. C'est de la sagesse psychologique. La solution pratique à ce pattern, c'est de devenir conscient du déséquilibre dans le partage d'informations. Dans une relation saine et réciproque, les deux personnes se révèlent progressivement, créant un équilibre dans la vulnérabilité. Mais quand tu remarques que tu réponds à question après question pendant que l'autre personne reste mystérieuse et retirée, c'est un signal d'alarme. Tu peux commencer à répondre de façon plus générique, plus superficielle. Il te demande « Comment va ton couple ?» Tu peux dire « Ça va bien, merci » et changer de sujet. Il insiste pour savoir des détails. Tu peux rester vague. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu ne veux pas partager. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'avoir des limites. Protéger ton intimité émotionnelle n'est pas de l'impolitesse, c'est du respect de soi. Et observe comment cette personne réagit quand tu maintiens tes frontières. Si elle devient insistante, frustrée, ou si elle essaie de te faire sentir coupable de ne pas partager, cela confirme que son intérêt n'était jamais sincère, c'était une forme de contrôle déguisé. Il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans l'absence, surtout quand cette absence est stratégique. Tu organises une fête pour célébrer une étape importante de ta vie, et la personne qui prétend être ton ami proche a soudainement un conflit d'horaire. Tu annonces une bonne nouvelle dans un groupe, et tout le monde réagit avec enthousiasme, sauf cette personne qui reste silencieuse ou qui donne une réponse minimale et tardive. Tu traverses un moment de succès visible et elle semble disparaître de ta vie pendant cette période, pour réapparaître mystérieusement quand tu traverses un moment difficile. Ce pattern d'absence sélective n'est pas accidentel. C'est ce que j'appelle le sabotage invisible par omission, une forme de négativité passive-agressive qui est presque impossible à confronter directement parce que comment accuses-tu quelqu'un de ne pas être là? Son absence dans tes moments de gloire n'est pas un oubli, c'est une présence inversée. Il refuse de nourrir par sa reconnaissance ce qu'il ne peut supporter de voir fleurir. Jung a passé des années à étudier comment la sombra non intégrée trouve des façons détournées de s'exprimer quand elle ne peut pas se manifester directement. Quelqu'un qui ne peut pas tolérer ton succès, mais qui ne peut pas non plus attaquer ouvertement ce succès sans révéler sa propre petitesse, trouve dans l'absence une solution parfaite. En n'étant pas là pendant tes moments importants, il évite la douleur psychologique d'avoir à te féliciter sincèrement, d'avoir à reconnaître ton accomplissement, d'avoir à te voir rayonner. Mais cette absence envoie aussi un message subtil. Ton moment n'est pas assez important pour que je réarrange mes priorités. Ta joie n'est pas assez précieuse pour que je la partage. Ton succès ne mérite pas ma présence. Richard Davidson, pionnier dans l'étude de la neuroplasticité émotionnelle, a montré que notre capacité à ressentir de la joie pour les autres, ce qu'on appelle la joie sympathique ou mudita dans la tradition bouddhiste, repose sur des circuits neuronaux spécifiques dans le cortex préfrontal et le système limbique. Ces circuits peuvent être renforcés par la pratique ou ils peuvent s'atrophier par négligence. Quelqu'un qui a passé des années à cultiver l'envie plutôt que la joie partagée a littéralement reconfiguré son cerveau de façon à ce qu'il soit douloureux de célébrer le bonheur des autres. Son absence dans tes moments de célébration n'est pas juste une question de mauvaise volonté ou de méchanceté délibérée, c'est aussi le résultat de cette atrophie empathique. Il ne peut littéralement pas être présent à ta joie parce que son cerveau a perdu ou n'a jamais développé la capacité de raisonner avec le bonheur de quelqu'un d'autre sans se sentir diminué. Jean-Pierre Changeux, dans ses réflexions sur la neurobiologie de la conscience et du choix, souligne que nous avons toujours un certain degré d'agence dans nos comportements, même si nos circuits neuronaux sont configurés d'une certaine façon. L'absence répétée dans tes moments importants est un choix, conscient ou inconscient. C'est un choix de prioriser son propre confort émotionnel au détriment de la relation. C'est un choix de protéger son ego fragile plutôt que de faire face à la réalité de ton succès.
Et ces choix répétés créent un pattern qui finit par éroder la relation complètement. Parce que toi aussi, tu fais des choix. Tu choisis qui tu invites dans ta vie, qui a accès à tes moments précieux, qui mérite ton énergie et ton ouverture. Et quelqu'un qui disparaît systématiquement quand tu as besoin de célébration et de reconnaissance ne mérite pas une place privilégiée dans ton cercle intérieur. Ce qui rend ce sabotage par omission particulièrement toxique, c'est qu'il t'oblige à douter de tes propres perceptions. Est-ce que tu es en train d'être trop sensible? Est-ce que tu attends trop des autres? Est-ce que tu es égocentrique de vouloir que les gens célèbrent avec toi? Ces doutes s'infiltrent dans ton esprit parce que notre culture nous enseigne qu'on ne devrait pas avoir besoin de validation externe, qu'on devrait être content pour soi-même sans avoir besoin que les autres soient contents pour nous. Mais cette idée, aussi noble qu'elle puisse paraître, ignore une réalité fondamentale de la nature humaine. Nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin de reconnaissance et de célébration partagée. Boris Cyrulnik a largement écrit sur l'importance du regard de l'autre dans la construction de notre résilience et de notre sentiment de valeur. Quand les personnes importantes dans notre vie refusent de nous voir dans nos moments de réussite, cela n'affecte pas juste notre ego, cela affecte notre capacité à intégrer pleinement ces réussites dans notre identité. La solution n'est pas d'arrêter d'avoir besoin de reconnaissance, la solution est de construire un réseau de personnes qui ont la capacité émotionnelle de célébrer authentiquement avec toi. Des personnes dont la présence dans tes moments importants n'est pas un fardeau mais une joie. Des personnes qui comprennent que ton succès n'enlève rien au leur, que nous pouvons tous briller ensemble, que la vie n'est pas un jeu à somme nulle où la victoire de l'un signifie la défaite de l'autre. Quand tu identifies quelqu'un qui pratique le sabotage par omission, la meilleure chose que tu puisses faire est d'arrêter d'attendre quoi que ce soit de cette personne. Arrête de l'inviter à tes événements importants, arrête de partager tes bonnes nouvelles avec elle, arrête de maintenir l'illusion d'une amitié qui n'existe que dans un sens. Cela ne signifie pas nécessairement une confrontation dramatique, cela peut simplement être un retrait progressif de ton énergie et de ton attention. Investis là où tu es nourri, pas là où tu es constamment affamé. As-tu déjà partagé un rêve, un projet ambitieux, ou une décision importante avec quelqu'un et reçu en retour une avalanche d'avertissements et de mises en garde qui t'ont fait douter de toi-même? Ton voisin, ce même voisin qui semble toujours si concerné par ton bien-être, te dit qu'il s'inquiète pour toi quand tu lui parles de ton nouveau projet entrepreneurial. Il te raconte l'histoire d'un ami qui a essayé quelque chose de similaire et qui a échoué misérablement. Il liste tous les risques, toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait mal tourner, toutes les choses auxquelles tu n'as apparemment pas pensé. Il dit qu'il veut juste que tu sois prudent, qu'il ne voudrait pas te voir souffrir ou échouer. Ces mots sonnent protecteurs, mais l'effet qu'ils ont sur toi est paralysant. Tu quittes la conversation avec moins de confiance qu'avant, moins d'enthousiasme, plus de peur. C'est ce que j'appelle la projection de ses propres échecs, et c'est l'une des formes les plus insidieuses de sabotage émotionnel, parce qu'elle se déguise en sagesse et en préoccupation. Quand il te met en garde contre des risques, il ne te protège pas. Il projette sur toi ses propres terreurs d'oser ce qu'il n'a jamais eu le courage d'entreprendre. Jung a identifié la projection comme l'un des mécanismes les plus fondamentaux de la psyché humaine. Nous voyons dans les autres ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Quand quelqu'un porte des peurs profondes, des regrets non résolus ou des rêves abandonnés, ces éléments psychiques ne restent pas sagement dans l'ombre de sa conscience. Ils cherchent des opportunités de s'exprimer, et souvent ils s'expriment à travers des conseils bien intentionnés donnés aux autres. Quand ton voisin te dit que c'est trop risqué de quitter ton emploi stable pour poursuivre ton projet, il ne parle pas vraiment de ta situation, il parle de sa propre incapacité à prendre des risques. Quand il te dit que tu pourrais échouer, il ne fait pas une analyse objective de tes chances. Il exprime sa propre terreur de l'échec, qu'il a gardé prisonnier d'une vie qu'il n'a jamais vraiment choisie. Antonio Damasio a révolutionné notre compréhension de la façon dont les émotions guident nos décisions à travers son concept de marqueur somatique. Il a montré que chaque option que nous considérons dans nos décisions s'accompagne d'une sensation corporelle, un marqueur émotionnel basé sur nos expériences passées. Quand quelqu'un qui a vécu des échecs douloureux ou qui a évité les risques toute sa vie te donne des conseils, ces marqueurs somatiques sont fortement négatifs autour de tout ce qui implique de l'incertitude ou du risque. Ces marqueurs ne sont pas basés sur ta situation, tes capacités ou tes circonstances, ils sont basés sur son histoire à lui. Mais quand il projette ses peurs sur toi, il les présente comme de la sagesse objective,
comme des faits sur le monde plutôt que des émotions sur son propre passé. Lisa Feldman Barrett ajoute que notre cerveau construit les émotions en combinant les sensations corporelles avec les concepts et les expériences passées. Quand ton voisin pense à prendre des risques, son cerveau construit automatiquement une émotion de peur et de danger basée sur ses propres expériences de regret ou d'évitement. La tragédie de cette projection, c'est qu'elle affecte non seulement ta confiance immédiate, mais aussi ta relation avec tes propres rêves et ambitions. Chaque fois que quelqu'un projette ses peurs sur tes aspirations, c'est comme s'il plantait des graines de doute dans le jardin de tes possibilités. Si tu n'es pas conscient de ce qui se passe, si tu acceptes ces avertissements comme étant vraiment sur toi plutôt que sur lui, ces graines peuvent germer et croître jusqu'à ce que tu finisses par abandonner ce que tu voulais vraiment faire. Tu commences à rationaliser, à te dire que peut-être il a raison, que peut-être ce n'est pas le bon moment, que peut-être tu devrais attendre encore un peu. Et cette attente se transforme souvent en un jamais, et ce jamais se transforme en regret. Des années plus tard, tu regardes en arrière et tu réalises que tu as laissé les peurs de quelqu'un d'autre dicter les limites de ta propre vie. Jung parlait d'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même en intégrant tous les aspects de notre psyché, y compris ceux que nous avons rejetés ou que les autres ont projetés sur nous. Partie de ce processus implique d'apprendre à distinguer entre ce qui est vraiment toi et ce qui est la projection des autres. Quand quelqu'un te donne des conseils qui semblent saper ton énergie, plutôt que de la soutenir, qui créent de la peur plutôt que de la clarté, qui te font te sentir petit plutôt qu'empuissancé, tu dois te demander, est-ce que ce conseil vient d'un lieu de sagesse authentique ou d'un lieu de peur projetée? Est-ce que cette personne a elle-même accompli ce dont je rêve, ou est-elle en train de parler de sa propre incapacité à accomplir ses rêves? Est-ce qu'elle me voit vraiment, mes forces, mes capacités, ma détermination, ou est-ce qu'elle projette sur moi son propre sentiment de limitation? La réponse pratique à cette forme de projection, c'est de devenir extrêmement sélectif sur qui tu laisses influencer tes décisions importantes. Il y a une grande différence entre chercher des conseils auprès de quelqu'un qui a réussi dans le domaine où tu veux t'aventurer et écouter les avertissements de quelqu'un qui n'a jamais osé essayer. Tu as le droit. En fait, tu as la responsabilité de filtrer les conseils que tu reçois en fonction de leur source. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Est-ce que sa vie reflète le genre de courage et de réussite que tu aspires à avoir? Si la réponse est non, si cette personne vit dans la peur et la limitation, alors ses conseils, aussi bien intentionnés soient-ils, sont probablement plus révélateurs de ses propres démons que de ta propre réalité. Remercie-la poliment pour sa préoccupation, mais ne laisse pas ses peurs devenir tes chaînes. Tes rêves sont trop précieux pour être sacrifiés sur l'autel de l'insécurité de quelqu'un d'autre. Combien de ces comportements as-tu reconnu chez cette personne? Écris le nombre en commentaire. Il y a une dernière manifestation de l'envie déguisée qui est peut-être la plus révélatrice de toutes, parce qu'elle affecte non pas ce qui se passe pendant l'interaction, mais ce que tu ressens après. Tu as une conversation apparemment normale avec ton voisin, vous discutez de choses banales, vous riez même à quelques occasions. Il n'y a pas de conflit ouvert, pas de commentaires évidemment négatifs, rien qui pourrait justifier rationnellement un malaise. Mais quand tu rentres chez toi après cette interaction, tu te sens complètement vidé. Une fatigue profonde s'installe. Pas une fatigue physique, mais une fatigue de l'âme. Tu as envie de t'isoler, de te recroqueviller, de ne parler à personne. Tes pensées deviennent plus sombres. Tu commences à douter de toi-même, à voir des problèmes là où il n'y en avait pas avant. Cette interaction qui semblait inoffensive a laissé en toi quelque chose de lourd et de sombre. C'est ce que j'appelle l'énergie vampirique post-interaction. Et c'est le signe le plus subtil mais le plus certain que tu es en présence de quelqu'un dont l'envie est si profonde qu'elle affecte ton champ énergétique, même sans actions hostiles évidentes. Cette fatigue qui t'envahit après l'avoir vu n'est pas de la faiblesse, c'est ton système énergétique qui s'est défendu contre une attaque psychique invisible. Jung parlait de transfert et de contre-transfert, ces mouvements inconscients d'énergie psychique qui se produisent entre les personnes en interaction. Dans une relation saine, il y a un échange équilibré où chacun donne et reçoit, où l'énergie circule librement dans les deux sens. Mais dans une relation teintée d'envie non reconnue, il y a un déséquilibre fondamental. La personne envieuse, consciemment ou non, essaie de prendre quelque chose qu'elle sent que tu possèdes et qu'elle ne possède pas. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de tangible, c'est souvent quelque chose d'énergétique, une vibration, une lumière, une vitalité. Elle ne le fait pas nécessairement par malveillance délibérée,
mais par une faim psychique qu'elle ne comprend pas elle-même. Son système énergétique, affamé et déséquilibré, cherche à se nourrir de ton énergie plus vibrante. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, a montré comment notre système nerveux autonome réagit en temps réel aux signaux de sécurité ou de danger dans nos interactions sociales. Il a identifié 3 états principaux du système nerveux: l'engagement social où nous sommes détendus et connectés, la mobilisation où nous sommes en mode combat ou fuite, et la désactivation où nous nous éteignons non et nous retirons. Quand tu interagis avec quelqu'un dont l'énergie est fondamentalement hostile, même si cette hostilité est inconsciente et dissimulée, ton nerf vague dorsal peut activer un état de désactivation comme mécanisme de protection. Cette désactivation se manifeste par cette fatigue profonde, ce besoin de retrait, cette baisse d'énergie vitale. Ton système nerveux a détecté un danger subtil et a choisi la stratégie de conservation d'énergie pour te protéger. C'est une réponse adaptative, pas une faiblesse. Matthew Lieberman, dans ses recherches sur le cerveau social, a démontré que les interactions sociales ont un coût neural significatif. Notre cerveau consomme énormément d'énergie pour traiter les signaux sociaux, interpréter les intentions, gérer nos propres réponses émotionnelles et maintenir la cohérence de notre sens du self face aux autres. Quand une interaction est harmonieuse et authentique, ce coût est compensé par les bénéfices de la connexion, le plaisir de l'échange, le sentiment d'être vu et compris. Mais quand une interaction est dissonante, quand tu dois constamment surveiller tes paroles, interpréter des signaux contradictoires, te défendre contre des attaques subtiles et maintenir une façade de normalité malgré ton malaise, le coût neural devient exorbitant sans aucun bénéfice compensatoire. Ton cerveau épuise ses ressources sans recevoir en retour la nourriture de l'authentique connexion humaine. C'est pourquoi tu te sens si drainé après. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale et de comment notre cerveau fonctionne mieux quand toutes ses parties travaillent en harmonie. Quand tu interagis avec quelqu'un dont les intentions et l'énergie sont alignées avec ce qu'il exprime ouvertement, ton cerveau peut rester intégré. Mais quand il y a une dissonance profonde entre ce qui est dit et ce qui est ressenti, entre le masque social et l'intention inconsciente, ton cerveau entre dans un état de confusion qui requiert une énorme énergie pour tenter de résoudre. Cette tentative de résolution sans succès te laisse fragmenté et épuisé. C'est comme essayer de tenir ensemble 2 vérités contradictoires simultanément. Ta psyché se divise pour accommoder cette impossibilité et cette division est épuisante. Ce qui rend cette expérience particulièrement déroutante, c'est que tu ne peux pas pointer du doigt quelque chose de spécifique qui s'est mal passé. Si on te demandait de justifier pourquoi tu ne veux plus passer du temps avec cette personne, tu aurais du mal à formuler une explication rationnelle. Il n'y a pas d'incident dramatique à raconter, pas d'insulte claire à nommer, pas de comportement évidemment inapproprié à décrire. Juste cette fatigue persistante, ce malaise diffus, ce sentiment que quelque chose ne va pas. Et parce que notre culture valorise les explications rationnelles et se méfie de l'intuition, tu peux commencer à te dire que le problème vient de toi, que tu es trop sensible, que tu imagines des choses. Mais c'est précisément là que tu dois faire confiance à ton expérience somatique plutôt qu'à ta rationalisation mentale. Ton corps sait, il a toujours su, et cette fatigue est son langage pour te dire quelque chose d'important. La solution pratique n'est pas de confronter cette personne avec des accusations de vampirisme énergétique. Ce serait probablement inefficace et créerait plus de drame que nécessaire. La solution est beaucoup plus simple et plus radicale. Tu limites drastiquement ton exposition à cette énergie. Tu commences à remarquer le pattern, comment tu te sens avant de voir cette personne versus après. Tu établis des frontières de temps. Tu gardes les interactions courtes et superficielles. Tu développes peut-être des rituels personnels de nettoyage énergétique après avoir interagi avec elle. Que ce soit une douche consciente, où tu visualises l'énergie lourde qui te quitte, une méditation, une promenade dans la nature, ou simplement du temps seul pour te reconnecter à toi-même. Tu honores ce que ton corps te dit, et tu prends les mesures nécessaires pour protéger ton bien-être énergétique. Parce que la vérité est que tu n'es pas obligé de maintenir une relation avec quelqu'un qui te draine systématiquement, peu importe à quel point cette personne semble normale ou bien intentionnée en surface. Alors voilà où nous sommes arrivés ensemble dans ce voyage, à travers les manifestations subtiles de l'envie déguisée. 7 signes psychologiques profonds qui révèlent ce qui se cache vraiment derrière le sourire de ce voisin inconvénient, de cet ami
qui n'en est pas vraiment un. De cette personne qui prétend se soucier, mais qui en réalité se compare constamment et souffre de ton simple fait d'exister pleinement. L'inversion émotionnelle paradoxale où les compliments sonnent faux parce qu'ils le sont. Le mimétisme compétitif silencieux où chacune de tes réussites devient un défi qu'il doit relever pour maintenir son ego fragile. La minimisation stratégique de tes victoires où ton succès est systématiquement diminué pour protéger son sentiment de valeur. L'interrogatoire déguisé en intérêt où tes réponses deviennent des munitions dans sa guerre psychologique intérieure. Le sabotage invisible par omission où son absence dans tes moments de gloire parle plus fort que n'importe quelle présence hostile. La projection de ses propres échecs où ses avertissements révèlent plus sur ses peurs que sur tes risques réels. Et finalement, l'énergie vampirique post-interaction où ton épuisement inexplicable te confirme que tu n'étais pas en train d'imaginer cette toxicité. Ce que Jung aurait voulu que tu comprennes, c'est que reconnaître ces patterns n'est pas de la méchanceté de ta part, c'est de la sagesse psychologique. La sombra collective existe, et parfois, elle prend la forme de personnes qui n'ont jamais fait le travail d'intégrer leurs propres parts obscures. Ces personnes projettent, elles envient, elles sabotent, non pas parce qu'elles sont fondamentalement mauvaises, mais parce qu'elles sont profondément blessées et non guéries. Mais leur blessure n'est pas ta responsabilité. Tu ne peux pas te sacrifier sur l'autel de leur guérison. Tu ne peux pas mettre ta lumière en veilleuse pour qu'ils se sentent mieux dans leur obscurité. Les neurosciences nous enseignent que notre cerveau est plastique, capable de changement à tout âge, comme l'a démontré Richard Davidson dans ses recherches sur la neuroplasticité émotionnelle. Mais ce changement doit venir de l'intérieur, il doit être choisi, il doit être travaillé. Tu ne peux pas faire ce travail pour quelqu'un d'autre, tu peux seulement faire le tien. Ton travail à toi, c'est de développer cette capacité de discernement, cette intelligence relationnelle qui distingue l'authentique du performatif, le nourrissant du toxique, l'ami véritable de l'ennemi déguisé. Antonio Damasio nous rappelle que nos émotions sont des guides essentiels, pas des obstacles à surmonter. Ce malaise que tu ressens, cette intuition qui te dit que quelque chose ne va pas, cette fatigue qui t'envahit après certaines interactions, tout cela est de l'information précieuse que ton système corps-esprit te communique. Ne l'ignore pas au nom de la politesse sociale ou de l'obligation de donner des chances. Tu as le droit de te protéger psychologiquement. Tu as le droit de choisir qui a accès à ton énergie, à tes rêves, à tes victoires, à ton espace émotionnel. Tu n'es pas obligé de justifier ces choix à qui que ce soit. Boris Cyrulnik a passé sa vie à étudier la résilience, et l'une de ses découvertes les plus importantes est que la résilience ne signifie pas tout endurer. Elle signifie savoir se protéger, savoir s'éloigner de ce qui blesse, savoir construire un environnement relationnel qui soutient plutôt que qui sape. Ce que je veux que tu comprennes profondément, c'est que tu n'es pas brisé parce que tu détectes ces patterns. Tu es évolué. Tu as développé une sensibilité psychologique, une conscience énergétique que beaucoup de gens n'ont pas. Cette capacité de sentir les dissonances émotionnelles, de détecter les intentions cachées, de ressentir les déséquilibres énergétiques, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence émotionnelle avancée. Les recherches de Matthew Lieberman sur le cerveau social montrent que certaines personnes ont une capacité naturellement plus développée de lire les signaux sociaux subtils, et cette capacité, bien qu'elle puisse parfois sembler être un fardeau, parce qu'elle te rend conscient de dynamiques que d'autres ne voient pas, est en réalité un don précieux. Elle te permet de naviguer dans le monde relationnel avec plus de sagesse, de te protéger plus efficacement, de construire des relations plus authentiques, parce que tu peux distinguer ce qui est réel de ce qui est illusion. Ne souhaite jamais perdre cette sensibilité, apprends simplement à l'utiliser avec discernement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre que ce malaise qu'il ressent n'est pas de la paranoïa, mais de l'intelligence psychologique. Quel signe t'a le plus bouleversé? Écris-le en commentaire, tu vas aider d'autres personnes à mettre des mots sur ce qu'elles vivent en silence. Parce que c'est ça le pouvoir de la conscience partagée, quand nous nommons ensemble ce qui était innommable. Quand nous validons mutuellement ce que nous pensions être seuls à percevoir, nous nous libérons collectivement du doute et de la culpabilité. Nous créons une communauté de personnes qui refusent de sacrifier leur bien-être au nom des apparences sociales. Nous nous donnons mutuellement la permission d'être sélectifs, d'être protecteurs de notre énergie, d'être courageusement authentiques dans un monde qui valorise trop souvent la façade au détriment de la vérité. Tu n'es pas seul dans cette expérience.
Des milliers de personnes vivent exactement ce que tu vis, ressentent exactement ce que tu ressens, et ensemble, en partageant nos expériences et notre compréhension, nous devenons plus forts, plus clairs, plus capables de créer la vie que nous méritons vraiment.